Vous êtes Penelope Featherington, ne l'oubliez pas. Je ne peux vivre chez moi plus longtemps. Je dois prendre un époux. Est-ce que madame aurait un certain prétendant à l'esprit? Serait-ce notre frère Colin? Je vous annonce tout de suite la couleur, j'ai détesté cette saison. Pour des raisons très simples, mais qui m'ont poussé à réfléchir et j'ai émis plusieurs théories sur le personnage de Penelope et ce qui allait se produire par la suite. Je trouve que le personnage de Penelope Featherington envoie un très mauvais message aux plus jeunes, envoie un très mauvais message en termes de représentation des femmes. Et non, je ne parle absolument pas du physique, mais plutôt du comportement de Penelope Featherington dans toute cette saison. Et détester la série ne veut pas dire détester le personnage de Penelope. Mais en l'occurrence, c'est le cas. Depuis le début de la série, Penelope est considérée comme le vilain petit canard de sa famille. Elle porte souvent même du jaune. Elle essaie de s'émanciper de cette position-là en changeant de garde-robe. Et je pense que pour que le personnage de Penelope Featherington ait un destin plus glorieux, et par plus glorieux je ne parle pas seulement de mariage, je pense qu'il faut qu'elle fasse une chose que depuis la saison 1 elle n'arrive pas à faire, c'est de tuer Penelope. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. J'ai créé un cours de podcast gratuit que vous pouvez consulter dans la description. Vous allez apprendre comment faire des podcasts, comment gagner de l'argent avec et le diffuser à des milliers de gens. Le podcast, c'est ma spécialité, c'est ce qui m'a permis de trouver de la liberté dans ce que je voulais le dire et comment je voulais le dire. J'ai pu raconter des histoires qui me tenaient vraiment à cœur, que ce soit sur ma famille ou sur des sujets de société qui me semblaient très importants et dont on parlait pas dans les médias traditionnels. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous aimeriez faire entendre votre voix à travers un podcast, eh bien, filez dans la description juste après cette vidéo. Vous trouverez ce cours juste après. Lady Whistledown et Penelope Featherington n'ont absolument rien à voir. Moi j'ai l'impression que Lady Whistledown est une sorte d'alter ego. Elle est capable de faire tout ce que Penelope Featherington ne peut pas faire, ne se pense pas en capacité de faire en tout cas. C'est une femme de pouvoir, c'est quelqu'un de séducteur, même dans sa manière de parler, elle est dans la séduction. Très cher lecteur, nous avons été séparés bien trop longtemps. Elle est dans la taquinerie, elle a le sens de la formule, elle sait comment parler, elle sait comment écrire, elle sait comment rabaisser le caquet de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que Penelope Featherington est incapable de faire lors des bals ou dans la haute société en général. Ce qui me pose problème avec Penelope Featherington, c'est qu'elle n'accepte pas son dark side. Elle n'accepte pas son côté sombre. C'est quelque chose qu'elle refoule à chaque fois qu'elle s'exprime face à Héloïse Bridgerton, qui était sa meilleure amie, ou Colin Bridgerton. Elle est gentille. C'est la gentille fille. En réalité, elle est plus complexe que ça. On sent bien qu'elle a quelque chose de beaucoup plus profond, qu'elle a des idées, qu'elle est contre certaines choses. Elle a tout simplement ce qu'on appelle une personnalité. Et tout ça, elle le refoule quand elle est en société. Toute cette rage, tout son sens de l'humour aussi, parce que c'est quelqu'un de drôle. Quand on voit les personnages de la série découvrir ce que Lady Whistledown a à dire, on les voit souvent sourire, on les voit souvent rire, parce qu'elle se moque. Elle se moque de la haute société, elle se moque des convenances, et c'est rafraîchissant à lire et à écouter, à regarder dans la série. Une fois que Penelope Featherington fait son apparition, ça disparaît. Ça disparaît parce qu'elle refoule, c'est comme si elle appuyait sur Lady Whistledown et qu'elle lui disait mais tais-toi, aujourd'hui c'est Penelope qui doit parler. Alors que Penelope, elle n'est pas vraiment très intéressante. Elle a certains aspects qui sont intéressants. Moi dans plein d'aspects je me reconnais dans Penelope Featherington. C'est quelqu'un de sensible, de créatif, d'introverti. Le problème c'est qu'elle n'est pas que ça. Elle a un autre aspect de sa personnalité qu'elle n'assume pas. Elle n'assume pas d'être mauvaise. Penelope Featherington est en réalité une méchante fille. Il y a un film qui a marqué la pop culture qui s'appelle Mean Girl. En français, c'est Lolita malgré moi. C'est l'histoire de la jeune Cady qui débarque dans un nouveau lycée et qui, comme beaucoup de films pour adolescents, fait face à la méchante. Je crois que c'était Regina George. Mais en réalité, la véritable méchante de cette série, c'est Janice, celle qui va se faire amie avec Cady pour pouvoir se venger de Regina George. Pendant tout le film, elle lui fait faire des atrocités à Regina George qui l'aurait bien mérité puisque c'est la méchante du lycée. Mais en réalité, Janice est juste une méchante fille qui n'est pas populaire. Voilà ce qu'est Penelope Featherington. Une méchante fille qui n'est pas populaire. Imaginez-vous une seule seconde qu'à la place des grands bals du royaume d'Angleterre, il s'agissait en réalité d'un lycée américain où chacun a sa place, chacun a une place qui lui est attribuée, chacun a une place dont il ne peut pas se défaire. Et maintenant, placez Penelope Featherington.
Penelope Featherington est celle qui observe les autres filles du lycée avoir leur chance. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est dit dans la série est quelque chose qui peut être attribué à la société d'aujourd'hui. Penelope Featherington ne correspond pas aux standards de beauté de l'époque et même à celle d'aujourd'hui. Quand on voit certains commentaires sur les réseaux sociaux sur le physique de l'actrice qui joue Penelope Featherington, ils sont à vomir. Je pense qu'il y a vraiment une occasion manquée dans la série, et là je parle au niveau du scénario. Penelope Featherington aurait pu et aurait dû, à mon sens, dénoncer certains standards de la société londonienne, et nous, en tant que spectateurs, ça aurait pu faire écho à nos propres expériences aujourd'hui. Au 19e siècle, en Angleterre, il y avait encore cette idée de corset, d'avoir une taille fine, et on tirait les ficelles des femmes jusqu'à leur provoquer des problèmes de santé. Plus fort! Pourra-t-elle respirer, maman? Et donc on est en plein dedans, mais aujourd'hui encore, on est sur ces standards de beauté qui sont irréalistes et qui font souffrir énormément de jeunes femmes. Cet aspect-là du vécu de Penelope Featherington n'est même pas effleuré. Elle a un porte-voix exceptionnel. Penelope Featherington pourrait aborder tous ces aspects dans ses pamphlets et elle ne le fait pas. Pourquoi Penelope Featherington a créé ce pamphlet? Ces chroniques ont été créées pour une seule chose, se venger de la société, se venger du sentiment que lui provoquait le fait d'être ignoré lors des bals, et elle ne s'en sert pas pour aller bousculer les standards de beauté de la société, tout simplement. Elle est obsédée par cette idée de savoir qui sera le diamant de la saison. Le diamant de la saison est choisi par la reine selon des critères qui semblent être la jeunesse, la taille fine aussi, puisque les différents diamants des saisons étaient fines. Maintenant, est-ce que c'est systématique? Je ne sais pas, mais même si on n'est pas sur une féminité qui est forcément blanche, puisque dans la saison 2, le diamant de la saison est une femme indienne avec la peau foncée. Miss Edwina Sharma. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du scénario, moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Pour le meilleur, ça a donné une représentation à des femmes qu'on ne voyait pas beaucoup à l'écran. Quand on a dit que Penelope Featherington était au centre de la saison 3, je me suis dit, on va enfin voir son vrai visage, on va enfin la mettre en lumière. Et non, elle reste dans l'ombre, et même dans ses chroniques, elle pourrait se mettre en avant. Moi, j'étais persuadée que Penelope allait utiliser ses chroniques, mettre un coup de projecteur sur Penelope Featherington, puisque à l'écrasante majorité, personne ne sait qui est Lady Whistledown. Et Lady Whistledown se sert même de sa chronique pour mettre en avant le business de la styliste du coin, de la styliste française, que tout le monde s'arrache. Elle a du succès grâce à Lady Whistledown. Donc pourquoi Penelope Featherington n'a pas utilisé ses propres chroniques pour se mettre en avant? Non, Penelope Featherington se contente d'être un troll. Elle se contente d'être un troll des réseaux sociaux. À un moment donné, elle se lance dans une transformation physique et je pense qu'elle est totalement à côté de ce qui lui profiterait. Elle est remarquée lorsqu'elle change de coiffure et change de robe. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez une analyse des costumes dans les chroniques de Bridgerton, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Elle change de garde-robe et ça lui attire l'attention de la cour. Ça lui attire l'attention lors d'un bal. Mais il suffit qu'elle ouvre la bouche pour ruiner tous ses efforts. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée ensoleillée. Penelope Featherington me fait énormément penser au personnage de Dan Humphrey dans Gossip Girl. Gossip Girl était un blog animé par Dan Humphrey qui lui servait de support pour terroriser l'élite new-yorkaise. Mais c'était pas simplement une histoire de revanche. Dan Humphrey s'est servi du blog Gossip Girl pour pouvoir servir son ascension sociale, pour pouvoir intégrer l'élite de New York. À l'inverse de Penelope Featherington, lui s'est servi de son blog pour pouvoir faire parler de lui, pour pouvoir se placer au centre de l'histoire. Penelope Featherington, elle, raconte l'histoire et donc détient énormément de pouvoir. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que mon mantra, c'est raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir. Pourtant, elle ne se place pas en personnage principal. Elle se place à la marge et plus que ça, elle est invisible dans les chroniques de Bridgerton. Je crois qu'elle ne parle jamais d'elle. Elle ne parle jamais d'elle, alors que ce qui était intelligent de la part de Dan Humphrey, c'est que lui se servait de son blog pour se placer dans l'imaginaire de la série, dans l'imaginaire du lycée dans lequel il appartenait. Il s'est créé un personnage pathétique, certes, du garçon solitaire, du garçon rêveur, mais s'il n'avait pas fait ça, personne ne l'aurait calculé. Personne n'aurait calculé Dan Humphrey. Et c'est ce qu'il explique. Il disait, il fallait que je puisse me faire une place parmi vous. À la fin de la série, ce qui est surprenant, c'est que personne ne le déteste. Alors qu'il a humilié ses amis, il a dévoilé les secrets les plus sombres de ses proches. Et pourtant, personne ne lui en veut. Pour la simple et bonne raison qu'il est dans un univers impitoyable, où les gens trompent,
où les gens mentent, où les gens manipulent. Toutes ces mauvaises actions ne sont pas punies. Et je pense, j'espère, que le personnage de Penelope Featherington va assumer cet autre aspect de sa personnalité. Dan Humphrey a accepté son côté sombre. Il a assumé, ça arrive à la fin de la série, donc peut-être que pour la fin de la saison, Penelope Featherington va assumer qui elle est, va assumer que Lady Whistledown fait aussi partie de sa personnalité et utiliser ses chroniques pour pouvoir se placer dans la haute société, pour pouvoir se placer, se faire une place dans la cour, dans les bals et obtenir tout ce qu'elle veut. Ça fera pas d'elle un bon personnage, ça fera pas d'elle un personnage avec une morale irréprochable. J'apprécie pas forcément les personnages qui sont bien sous tout rapport. Elle est mauvaise, elle a un côté mauvais, mais est-ce que c'est pas le cas pour nous tous? Est-ce que c'est aussi un message qui serait envoyé aux téléspectateurs d'accepter d'avoir le mauvais rôle, de n'être pas aimé? Et c'est ce que recherche Penelope Featherington. Penelope Featherington veut être aimée par tout le monde, ce qui lui vaut de n'être aimée par personne. Juste avant de démarrer la vidéo, je me suis fait une réflexion sur le prénom de Pénélope. Quelque chose ne va pas. Il semble que chaque Bridgerton soit né pour attirer l'attention. Certaines d'entre nous en manquent cruellement. Pénélope me fait penser à un personnage historique que vous connaissez forcément, qui a bercé vos années lycée ou vos années en faculté si vous avez fait des études d'histoire. Ce personnage est Pénélope, qu'on retrouve dans l'œuvre d'Homère dans l'Odyssée d'Ulysse. Souvenez-vous, Pénélope était la femme d'Ulysse. Dans la mythologie grecque et plus largement dans l'imaginaire collectif en Occident, Pénélope est considérée comme la femme loyale en toutes circonstances, pour la simple et bonne raison qu'elle a attendu son mari Ulysse pendant 20 ans. Elle l'a attendu pendant 20 ans. Imaginez-vous. Elle était tellement loyale à son mari Ulysse que lorsqu'une centaine de prétendants sont venus lui demander sa main, elle leur a fait croire qu'ils avaient une chance et elle a mis en place une ruse pour pouvoir attendre Ulysse. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle leur a dit j'épouserai l'un d'entre vous lorsque j'aurai terminé cette tapisserie. Mais elle détruisait tout son travail la nuit pour que cette tapisserie puisse ne jamais arriver à son terme. C'est comme ça qu'elle a fait attendre ses prétendants et qu'Ulysse a pu rentrer à Ithaque, l'île où Pénélope l'attendait. Que fait Pénélope en attendant son mari Ulysse? Eh bien, elle ne fait rien. Elle ne quitte pas le palais, elle reste à l'étage comme une certaine Penelope Featherington. Penelope Featherington ne fait qu'attendre. De la saison 1 à la saison 3, elle attend le grand amour. On la voit par la fenêtre en train d'espérer. C'est ce que fait le personnage de Penelope Featherington pendant toute cette série. Pendant que les autres vivent, elle rêvasse. Pendant que les autres expérimentent, elle fantasme. Et Pénélope est même comparée à celle de l'Odyssée d'Ulysse. Souvenez-vous, quand Lord Deblin lui parle des œuvres qu'elle aime lire, elle dit qu'elle aime les œuvres romantiques et il n'y a aucun problème là-dessus. Et lui fait une référence à l'Odyssée d'Ulysse parce que lui, il se prend pour Ulysse. Quand il a dit qu'il partait en voyage et qu'il était à la recherche d'une épouse qui pourrait l'attendre, moi, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'un voyage de 3-4 mois. Mais on est au 19e siècle en Angleterre et la technologie ne lui permet pas de voyager et de revenir voir sa femme tous les 2-3 mois. Il s'agissait d'un voyage de 3 ans. Et Pénélope était censée l'attendre. La proposition de mariage de Lord Deblin c'était ça. Êtes-vous prête à m'attendre? Et non seulement il veut qu'il l'attende, mais il a le culot de vouloir sa loyauté indéfectible. Quand il apprend que Penelope Featherington a des sentiments pour Colin, il retire sa proposition parce que oui, cette femme est censée l'attendre des années et rester amoureuse de lui. Donc Lord Deblin se rêve en Ulysse qui va observer les oiseaux pendant que sa femme reste lire. C'est pour ça aussi qu'il est intéressé par la personnalité de Penelope Featherington. C'est pas seulement parce qu'il est attiré par elle, il est peut-être attiré par elle, mais c'est surtout le fait qu'elle ait des occupations, elle n'a pas beaucoup d'options aussi. Vous en êtes magnifiquement sorti. Que pourriez-vous vouloir de plus? Lui qui est à la recherche d'une femme loyale et docile, il est bien content que Penelope Featherington n'ait pas beaucoup de choix, n'ait pas beaucoup de prétendants, et donc il se dit qu'avec une sorte de désespoir, il pourrait la convaincre d'accepter ces conditions-là de vie, ces conditions de mariage. Pire encore, Pénélope, elle est vraiment enfermée dans ce personnage de l'Odyssée d'Ulysse, parce que dans la saison 2, Colin Bridgerton part en Europe, part visiter l'Europe pour aller se découvrir lui et aussi découvrir le monde. Qui lui écrit lorsqu'il est en voyage? C'est Pénélope. Qui l'attend lorsqu'il est en voyage? C'est encore Pénélope. Elle lui écrit, elle lui reste loyale, elle lui reste fidèle. Lui croit que c'est une amie, mais elle espère plus.
Le message de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton est centré sur la quête d'identité et centré sur le masque que les personnages portent en société. Penelope Featherington, Colin Bridgerton et Héloïse Bridgerton sont 3 personnages qui portent un masque qui ne leur correspond pas. Colin se rend au bordel tous les 4 matins dans la saison 3 alors que c'est quelqu'un de romantique, de solitaire, de sensible, tout comme Penelope Featherington. Finalement, ce ne sont pas des personnages qui sont tout à fait incompatibles. Moi, j'aime pas trop cette idée de les mettre en couple, mais bon, c'est le choix des scénaristes. Il ne l'a jamais vu comme un personnage romantique et d'un coup, là, parce qu'il l'aurait embrassée, il aurait soudainement des sentiments pour elle. Moi, je pense qu'ils veulent juste passer un peu de pommade aux téléspectateurs, aux fans de la série et se dire que voilà, tout le monde a sa chance. Mais Penelope Featherington, pour moi, mérite mieux. Je trouve que Colin n'a pas les épaules pour embrasser toute la personnalité de Penelope Featherington, parce que Penelope Featherington est quelqu'un qui aime le pouvoir, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a une personnalité forte, et le jour où cette personnalité va sortir, moi je pense pas que Colin sera prêt, donc je suis pas trop pour cette association. Colin, pour moi, il se prend pour son frère Anthony Bridgerton. Anthony Bridgerton correspondait à une masculinité classique, une masculinité qui est célébrée au 19e siècle, qui est célébrée encore aujourd'hui, tandis que Colin, lui, est plus sensible. Ce serait plus Timothée Chalamet ou Chalamet, je sais jamais le prononcer, bref, vous savez de qui je parle. Il serait plus sur une masculinité avec une part de féminité qui est acceptée, qui l'embrasse. Il devient une caricature de son frère Anthony et ça lui va pas du tout parce que Anthony, lui, ne fait pas semblant, donc Colin porte un masque. Et ce qui est problématique, c'est qu'il se fait aimer en portant ce masque. Il a du succès avec les femmes, c'est un baratineur qui fréquente les bordels, qui fréquente aussi d'autres hommes avec qui il a des amitiés mais de surface, enfin c'est pas des amitiés sincères, et même lui à un moment donné ça l'agace de faire comme s'il était détaché de tout, comme s'il se fichait des femmes, comme s'il se fichait de l'amour, comme s'il n'en avait rien à faire de l'amour, de trouver l'amour, alors que c'est un être sensible. On l'a vu dans la saison 2, c'est un grand romantique, ce n'est pas quelqu'un de pragmatique. Il y a une chronique qui va être écrite sur le masque que porte Colin, va le ramener sur terre, va le ramener à la raison, et il se rend compte, je pense que tout le monde le savait dans sa famille, mais il se rend compte que le masque qu'il porte ne trompe personne. Et je pense que ça va être le cas aussi pour Héloïse Bridgerton, qui m'a beaucoup étonnée. Héloïse Bridgerton, c'est quelqu'un qui était amoureuse des idées, qui aimait le danger en allant fréquenter d'autres personnes qui n'appartenaient pas à sa classe sociale, et ça lui avait valu aussi une chronique qui avait détruit sa réputation. Donc, elle embrasse toute la conformité de la haute société, et je trouve que c'est dommage, mais je pense pas que ça va durer bien longtemps, parce que Héloïse Bridgerton a quand même une forte personnalité, et ce truc là de fréquenter comment elle s'appelle déjà, la méchante, elle est odieuse, le personnage odieux. Cressida Cooper, elle s'est liée d'amitié avec Cressida Cooper, qui est un personnage odieux, mais odieux avec tout le monde et tout le temps. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont montré la sensibilité de ce personnage. Donc moi je l'aime bien, finalement je l'aime bien, parce qu'elle n'est pas juste méchante pour être méchante. On voit que c'est un personnage qui se sent très seul. Ce serait intéressant de faire une vidéo juste sur ce personnage-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, parce que moi ça me plairait de le faire. Elle se lie d'amitié avec un personnage qui a priori n'a aucun point commun avec elle. Elle porte des robes, elle joue le rôle qu'on attend d'elle. Moi, c'est cette irrévérence qu'elle avait pouvait être agaçante à un moment donné, mais je trouve que ça faisait partie de sa personnalité, et cette irrévérence-là, moi j'aime beaucoup, elle me fait penser au personnage de Jo dans Les 4 filles du Dr Marsh. Je sais pas si vous avez regardé ce film, le dernier a été réalisé par Greta Gerwig, qui a aussi réalisé le film Barbie, Les 4 filles du Dr Marsh, et donc le personnage de Jo était à l'image d'Héloïse Bridgerton. Donc j'étais quand même, je trouve ça intéressant qu'elle évolue et qu'elle fuit sa véritable identité, mais je pense vraiment que le message de la saison 3, c'est qu'on ne peut pas échapper à qui nous sommes vraiment. Héloïse essaie de jouer le rôle de la jeune fille modèle, sa réputation la précède. Quand elle surprend une conversation entre Cressida Cooper et son papa, elle déchante parce qu'elle s'est dit je joue à la jeune fille modèle, ma réputation devrait être sauve, et non. Il lui dit non, je ne veux pas que tu fréquentes cette jeune fille, je ne veux pas que tu la fréquentes. Et je me suis demandé pourquoi, parce qu'elle avait l'air d'être lisse comme tout, de faire absolument les mêmes choses que toutes les autres jeunes filles. Mais dans la saison précédente, c'est vrai qu'elle avait fréquenté des
des anarchistes. Autant je peux trouver ça intéressant en termes de scénario, en termes d'expérience de vie aussi, mais dans la haute société et dans les chroniques de Bridgerton, c'est un cataclysme quoi. Dans sa famille, et la réputation de sa famille en a pris un coup, et sa réputation à elle surtout. Donc elle est comme ça, elle s'intéresse aux droits des femmes, elle s'intéresse à la lutte des classes aussi, ce qui n'est pas le cas de Penelope Featherington. Elle s'intéresse beaucoup à ces questions-là, et let's go en fait. Eloise Bridgerton, remettez-la dans les milieux plus populaires, peut-être même qu'elle va être pleinement une traître à sa classe et aller foncer et peut-être se battre pour entrer dans des luttes de classe, mais vraiment concrètement je pense que ce serait plus intéressant. Et Penelope Featherington, mais par pitié, montrez-nous à quel point elle est mauvaise, mais vraiment pas seulement dans ses chroniques. Là je fais un appel à Netflix, montrez-nous son côté sombre, et c'est tout l'enjeu quand on regarde la bande-annonce de la partie 2, c'est tout l'enjeu du personnage de Penelope Featherington, c'est montrer qui elle est vraiment. Montrer qui elle est vraiment et assumer qu'elle a du pouvoir, parce que comme je le dis toujours, raconter l'histoire c'est détenir le pouvoir. Je suis une grande passionnée de storytelling, je crée des podcasts documentaires et fiction, et j'ai tourné un cours spécialement pour vous apprendre à créer des podcasts, que vous vouliez lancer une émission, un documentaire ou une fiction, parce que oui c'est possible, ça paraît lunaire pour plein de gens, mais il y a plein de possibilités dans le podcast. Je vous ai tourné un cours spécialement pour vous, il est totalement gratuit, vous le trouverez dans la description. Je vais vous apprendre à créer des podcasts, à raconter des histoires qui impactent la société, parce que pour moi le storytelling est un outil puissant pour faire passer son message. Penelope Featherington ne veut pas utiliser son pouvoir de storytelling pour répandre des messages intéressants dans la société, et bien ça peut être votre cas. Je vais vous aider à le faire lors de ce cours. Il dure 1 heure, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous permettre de faire entendre votre voix dans la société. C'est ce qui m'est arrivé avec plusieurs de mes podcasts. J'ai pu raconter des histoires qui me tenaient vraiment à cœur, que ce soit des histoires très intimes sur ma famille ou des traumatismes d'enfance dont je voulais me libérer. J'ai pu parler de sujets qui étaient ignorés dans la société, dont personne ne parlait dans la presse française. Le podcast, c'est vraiment un format où j'ai trouvé énormément de liberté, que ce soit en termes de créativité, mais aussi dans les thématiques que je pouvais aborder. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, filez dans la description, regardez le cours que je vous ai tourné. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.